Bonsoir à tous. On va commencer, je pense que là, tout le monde est à peu près arrivé. Donc bonsoir et bienvenue à ce troisième TEDx Salon Orléans de l'année. Donc nous sommes ici au Labo. Le Labo, c'est un incubateur numérique et c'est le lieu totem de la French Tech Loire-Vallée à Orléans. Et donc, comme nous sommes dans un lieu d'innovation, avec Stéphane Cordier, professeur de l'Université d'Orléans et directeur d'Icône, qui interviendra tout à l'heure, il nous semblait évident de vous proposer un thème en lien avec l'innovation, l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, sans nous en apercevoir, l'intelligence artificielle nous entoure au quotidien. Que ça soit, par exemple, dans votre smartphone avec Siri, avec la reconnaissance des visages, c'est partout. Vous avez aussi entendu parler des joueurs de Go ou des joueurs d'échecs qui maintenant se font battre par des machines. Et puis plus récemment, Cédric Villani, nouvellement député, qui vient d'être élu conseiller à l'innovation, conseiller à l'intelligence artificielle. Donc c'est bien la preuve que l'IA, comme on l'appelle, est vraiment important aujourd'hui dans notre société. Donc, l'intelligence artificielle, petite définition, donc c'est l'ensemble des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Donc, en fait, ça correspond à un ensemble de technologies qui recherchent des méthodes pour résoudre des complexes qui sont logiques avec des algorithmes. En fait, dans le langage courant, si vous voulez, c'est plus des dispositifs qui imitent ou qui remplacent l'humain dans certaines de ces dispositions cognitives. Alors, ces dispositions, ces finalités suscitent l'intérêt depuis toujours, mais aussi des fantasmes, des inquiétudes qu'on peut voir dans des récits, dans des films de science-fiction, dans des effets philosophiques. Donc peut-être que ça montre que l'homme a un petit peu peur de se faire remplacer par la machine, peur de l'intelligence artificielle. Cet été, j'ai lu une interview d'un conseiller en intelligence artificielle auprès d'Hollywood, à qui on demandait s'il fallait avoir peur de cette intelligence artificielle. Et il a comparé ça à la peur de l'eau. Alors, nous avons besoin de l'eau, c'est sûr. Certains ont peur de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a besoin, mais forcément, l'eau, elle a des propriétés émergentes qui peuvent aller de la grêle au tsunami. Donc on peut se méfier de l'eau qui dort. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Elle a aussi des propriétés émergentes qui peuvent surprendre et dont il faut se méfier. Mais cependant, il faut quand même croire en cette intelligence artificielle et y investir massivement, donc petit appel aux investisseurs qui pourraient être ici, parce que c'est la machine à vapeur du XXIe siècle, à condition bien sûr de rester maître de cette vapeur. Donc ce soir, nous avons voulu montrer que progressivement, l'intelligence artificielle laisse place à l'intelligence collective. C'est l'intelligence artificielle au service de l'homme, en collaboration avec l'homme. Ce travail collaboratif passe désormais devant les algorithmes des mathématiciens. Les analyses, en fait, sont de plus en plus pertinentes. Cette intelligence artificielle va permettre à l'humain, à l'intelligence humaine, d'être plus pertinente, plus rapide, plus efficace. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour l'homme. Aujourd'hui, on peut dire que la transformation digitale n'est plus uniquement technologique, mais elle devient aussi humaine. Et donc, c'est bien de cela que Jérémy Haroche, qui interviendra tout à l'heure, parlera juste après la première vidéo que vous allez voir tout à l'heure. Donc, surtout, conservez bien en tête toutes les questions que vous allez pouvoir avoir, puisque le principe d'un TEDx Salon, c'est une vidéo sur le sujet de l'intelligence artificielle, l'intervention, le talk de Jérémy Haroche dans les conditions d'un TEDx, une deuxième vidéo, et puis des questions-réponses. Alors, donc pour commencer, nous avons le plaisir de vous faire découvrir ce talk de Grégory Renard au TEDx de Lille, qui s'intitule « Intelligence artificielle, liberté et continuité de l'homme ». Je suis architecte en intelligence artificielle. Intelligence artificielle, waouh, ça y est, c'est lâché.
Un grand terme, un grand mot qui en définitive ne veut pas dire grand-chose, comme je le dis souvent aux États-Unis, c'est un peu bullshit même. L'intelligence artificielle est juste un terme que l'on utilise pour recouvrir toute une série de disciplines. L'intelligence artificielle est déjà présente aujourd'hui dans votre quotidien. Vous l'utilisez tous les jours sans vous en rendre compte. Mais elle a différentes étapes dans son cycle de vie et elle est intimement liée à la vie de l'humanité et peut-être plus encore de l'univers. C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, où je vais tenter de vous expliquer comment, au bout de ces 16 années de réflexion, de recherche et de création d'outils en intelligence artificielle, j'en suis peut-être arrivé à une forme de cette conclusion. Mais d'abord, vous expliquer mon parcours. À l'âge de 8 ans, petit accident, je me retrouve quelques jours dans un coma, avec un réveil qui se passe de manière assez étrange, très rapide, debout sur mes pieds, je suis parti et la volonté de découvrir tout ce qui existe. Tout ce qui existe dans notre monde, de notre univers. Quelles sont ses origines? Quel est l'univers en définitive? Est-ce que l'univers est fini? Est-ce qu'il est infini? Est-ce qu'il est bordé? Est-ce qu'il n'est pas bordé? Est-ce qu'il y a plusieurs univers? Quel est le sens de tout ça? Est-ce qu'il s'étend dans le temps, dans l'espace? Et en définitive, quel est le sens de la vie qui se trouve avec tous ces éléments-là? Et je me pose les questions, et je pose forcément les questions à mes proches. Imaginez, souvenez-vous la photo où j'étais présent plus ou moins dans cet âge-là. Ça pouvait intriguer pas mal de personnes. Et je cherche, je pose les questions et non content d'avoir des réponses auprès des adultes qui sont autour de moi, je commence à chercher dans les bouquins, à lire et à me rendre compte d'une chose, de découvrir qu'en définitive, l'homme a une date de péremption. Mais pourtant, l'homme a besoin de transmettre son information, sa connaissance, l'essence de ce qu'il est pour se donner un sens. Et l'homme, pour cela, perspicace, trouve toujours des solutions. Il créa le livre. Le livre pour résoudre en définitive cette limite du temps, mais il créa en même temps la plus grande organisation carcérale de la connaissance. Les bibliothèques. Regardez ce livre qui est dans mes mains, ce livre imaginaire noir avec une magnifique couverture qui traite justement de l'information. Il est une prison pour moi. Ce livre est fermé et je lui rends visite, rarement. Beaucoup trop rarement. Preuve, je l'ai même oublié à l'arrière. Je l'ouvre, je le consulte, je consomme son information, sa connaissance, et je le referme pour le laisser là où il était présent. Voilà la limite du temps et la création du livre propre à l'être humain qui s'est rendu compte que ses limites étaient la transmission à ses pairs, ses amis, et ses pairs, parents, directement. Et il créa le livre pour résoudre ceci. Mais justement, comment se passe toute cette collecte d'informations? Je vous invite à aller visiter ce site sur Information is Beautiful qui explique énormément de choses sur justement l'information. Comment fonctionne le processus de collecte de l'information et ce depuis le premier jour? Il y a des datas, des mesures, des faits, des actions, énormément d'éléments qui sont collectés dans la vie quotidienne pour être transformés, pour être torréfiés, pour être informés. Et j'aime bien utiliser le terme information en 2 mots pour montrer que c'est de la formation pour créer de la connaissance et peut-être à terme, on l'espère, de la sagesse. Mais tout ça a démarré il y a déjà très longtemps, bien avant le livre. Et j'ai découvert ça avec un de mes coachs par le passé, qui, lui étant docteur en psychologie, en description en fait, et décryptage des dessins d'enfants, ayant travaillé sur les grottes de Lascaux, donc le docteur Michel Schiro, a découvert en définitive des tableaux magnifiques, dont celui-ci, 3 chevaux, qui évoluent de la matérialité à l'immatérialité, à la dématérialisation. Et il me présente ça comme étant « Regarde, tu participes au schéma qui se trouvait déjà inscrit dans les grottes de Lascaux ». Et les grottes de Lascaux étaient juste un premier support. On a évolué ensuite dans les livres, et non content des livres qui pouvaient se passer de personne en personne, il fallait aller plus vite, plus loin. Et Gutenberg est arrivé. Gutenberg a créé l'impression, la capacité de distribuer, de dupliquer les livres, de les donner aux proches, mais on rencontrait une nouvelle limite propre à l'humanité.
C'est-à-dire que si j'ai ce bouquin qui est reproduit, je peux vous le donner à vous, mais comment je fais pour l'étendre plus loin, pour distribuer cette information, cette connaissance que j'ai si durement collectée, transformée, torréfiée, pour la mettre à disposition dans ce bouquin? On découvre une seconde limite qui va être l'espace. Cette limite d'espace, cette capacité de pouvoir communiquer peu importe où que nous soyons, va être dépassée encore une fois par l'homme qui est juste extraordinaire. Au travers d'une nouvelle technologie, de l'invention de l'Internet, avant ça de l'ordinateur, merci Turing, merci Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, qui ont été en définitive nos prédécesseurs, donc Gutenberg, Alan Turing, dont on parle pas mal pour l'instant, et Tim Berners-Lee. Et cet espace va pouvoir en fait se dupliquer, se déployer au travers de l'Internet que vous connaissez excessivement bien. Et là, on rentre dans un phénomène que vous connaissez et que vous vivez au quotidien, qui est plus de données, plus de data, plus d'informations, autant en vertical qu'en horizontal, à un point de se retrouver en fait submergé par cette information, par toute cette donnée. Et le besoin de mieux le comprendre, puisque, quoi qu'il en soit, l'homme est impatient. Tout comme l'enfant, comme mes enfants, j'ai 3 enfants, lorsqu'ils viennent me voir, ils me posent des questions et ils ne veulent pas que je leur dise « ne bouge pas, tu vas aller dans cette bibliothèque-là, peut-être trouver un bouquin, un magazine, et éventuellement dans mes notes, tu trouveras la réponse à « comment on fait les enfants, papa ?» Pourtant, c'est bien ça, c'est bien le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avions le livre, la bibliothèque et la bibliothécaire. Cette super intendance, en fait, de la connaissance. Et nous reproduisons juste dans le plus le même schéma. Nous avons Internet, constitué de blogs, constitué de communautés, constitué de sites Internet, de pages web, et nous avons des moteurs de recherche qui sont là pour nous montrer où se trouvent les informations. Ce superintendant, ce garant de la connaissance, qui dans certains cas peut engendrer un effet Big Brother. Et l'homme reçoit trop, il reçoit beaucoup d'informations, beaucoup de données. Il n'arrive plus à traiter de par ces éléments. Preuve aujourd'hui, combien d'entre vous utilisent plutôt les réseaux sociaux pour filtrer la connaissance et aller voir les liens relayés par les amis que plutôt de les rechercher lui-même. Nous sommes juste dans un effet permanent de distribution de cette information et de la connaissance, puisqu'en définitive, ce qu'il faut, c'est mettre ça à disposition du plus grand nombre. Puisque élever une civilisation, une société, celle-ci ne s'élève pas par l'élite, elle s'élève par le peuple. Le fait de distribuer cette information et cette connaissance au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je travaille dans l'intelligence artificielle pour la distribuer au plus grand nombre, la rendre disponible pour tout un chacun. Et ce web qui est là, qui engendre aujourd'hui un point de rupture dans le volume de données, dans cette incapacité par l'homme de pouvoir la traiter en tant que telle, non seulement par le web, mais par les objets connectés, la robotique, tous ces éléments qui lui amènent des flots d'informations conséquents, l'homme a besoin d'aide. Et encore une fois, l'homme est face au plus. Et il va tenter de chercher mieux. Mieux accéder à l'information. Comme je vous disais il y a quelques instants, mon enfant qui vient me poser la question, il ne recherche pas un bouquin, il recherche une réponse directe. Une information de ma part qui a été traitée par ma part. Et de la même manière, l'homme, l'être humain, est tout aussi impatient que l'enfant et souhaite avoir la réponse directement. Je ne souhaite plus rechercher dans un moteur de recherche pour avoir des liens de manière infinie. Je veux avoir la réponse à ma question directement traitée, préanalysée. Et c'est en ça que, en définitive, l'intelligence artificielle, que vous connaissez déjà aujourd'hui par plein d'applications. Et nous-mêmes, nous avions lancé avec notre équipe une application il y a quelques années en France qui avait été un vrai succès. On parle de Siri, on parle de Google Now, on parle de Watson. Nous avions lancé NG en son temps. Tous ces éléments vont être là en définitive pour accompagner l'homme dans le traitement de cette information et potentiellement libérer cette information pour la rendre plus fluide et la distribuer au plus grand nombre au travers de ces devices qui sont tous dans vos poches. Mais pas que. Nous travaillons aujourd'hui sur l'intégration dans le monde de l'automobile.
Ça peut non seulement distribuer l'information, mais également sauver des vies. Combien d'entre vous n'ont pas eu une frayeur en tentant de répondre à un texto en regardant son téléphone en roulant? L'homme et l'IA peuvent être combinés pour résoudre ce genre de problématique en conduite. Ne pas vous punir, vous dire que vous ne pouvez pas utiliser l'élément, mais bien vous donner des outils pour continuer l'usage que vous recherchiez. Imaginez un autre cas avec un médecin. De manière intuitive, le médecin va poser un diagnostic, mais il n'a pas la connaissance et l'histoire de tous les cas comme vous préalablement. L'IA pourra l'accompagner dans ses décisions pour lui donner « Regarde, j'ai fait une pré-analyse pour toi, je te ramène toutes les informations et tu peux poser un diagnostic beaucoup plus juste maintenant. » L'idée est vraiment de passer de cette civilisation du plus, qui est celle dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, mais en transition, vers une civilisation du mieux. Et du mieux non pas pour nous, du mieux pour nos enfants. Et en conclusion, tout comme la pomme est un outil au service de la transmission de l'essence du pommier, l'homme, en créant l'intelligence artificielle, est en définitive un outil de libération de la connaissance et de continuité de la société et de notre civilisation. Ainsi, tout comme Gutenberg, nous devons poursuivre cet effort de collecter l'information, de la pousser vers des intelligences artificielles pour les remettre à notre disposition au travers de tous ces éléments et apporter cette fameuse graine de changement. Merci. Bonjour, donc je suis Stéphane Cordier, donc comme m'a présenté Vanessa tout à l'heure, professeur à l'Université d'Orléans et directeur du projet Icône. Donc je vais juste dire 10 secondes sur Icône. C'est un projet qui regroupe l'ensemble des scientifiques du Grand Campus orléanais. Il y a 24 laboratoires, ça a été créé au mois de mars. Il y a une lettre d'information qui s'appelle Iconews, qui comptait 400 abonnés en juin. Maintenant, on est à 900. Donc, si ça vous intéresse, l'actualité du numérique sur Orléans, donc, par exemple, on a annoncé ce TEDx Salon. Le prochain événement dont on est co-organisateur, c'est une rencontre sur le thème de l'agriculture et mathématiques, le 16 octobre, ici encore. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir et à en parler autour de vous. Donc, je vais introduire Jérémy. On a cité aussi Cédric Villani tout à l'heure. Donc Cédric Villani, qui effectivement a été chargé par le Premier ministre d'une mission sur l'intelligence artificielle et qui a publié le week-end dernier une tribune sur le fait que l'intelligence artificielle est l'affaire de tous et l'influence aujourd'hui ce soir à ce TEDx Salon montre que, en tout cas, vous êtes certainement conscient de l'importance de ce sujet. Et alors, il se trouve que Cédric Villani, c'est lui qui nous a mis en contact avec Jérémy il y a quelques années. Donc, c'est assez amusant. Et donc, en fait, Jérémy, je voulais juste dire quelques mots sur son parcours. Il a notamment donc créé une start-up qui s'appelle Quantmetry il y a 6 ans, qui est un beau succès et qui est à l'origine d'un salon qui s'appelle Data Jobs, qui fait référence sur le métier de la data, et dont le prochain, parce qu'il n'en parlera pas, donc le prochain session, ça sera le 22 novembre au Palais Brongniart à Paris. Donc c'est vraiment un lieu où on rencontre énormément d'acteurs de la data. Et donc j'ai le plaisir de lui laisser la parole pour nous présenter sa vision de l'intelligence artificielle. Merci. Est-ce que vous croyez au Père Noël? Moi, j'y croyais, jusqu'à l'âge de 4 ans. Je me souviens très bien, j'avais 4 ans. J'étais assis sur mon lit et je parlais avec ma grand-mère. Et je lui ai dit, dis-moi mamie, le Père Noël,
existe vraiment. Non, parce que la petite souris, je comprends bien. Elle a besoin de dents pour construire sa maison, donc du coup, elle vient récupérer nos dents de lait, et comme elle les paye, elle met l'argent sous le coussin. Donc tout ça, c'est très cohérent. Mais lui, le Père Noël, il n'y a pas de business model. Non, parce que je voyais bien que ma grand-mère était en difficulté, et je continue à poser des questions. Il commence à quelle heure sa tournée? Puis il vole à quelle vitesse? Combien il y a d'enfants dans le monde? Et là, j'ai réalisé. Et je lui ai dit, mamie, mais en fait, le Père Noël, c'est une fake news. Quelques années plus tard, je suis étudiant, j'ai 21 ans, et je me passionne pour un jeu, le backgammon. J'ai un copain, Jonas, et on joue tous les jours ensemble, et vous savez, avec le copain, au début, on joue. Puis au fur et à mesure, ça commence à être sérieux, on se charrie, on se chauffe, et puis on joue plus au backgammon. On joue au backgammon. Et quand on joue au backgammon, à un moment donné, je me retrouve en face de lui et il me dit, tu sais Jérémy, j'ai lu un article, et passé à un certain niveau, le backgammon, c'est que de la chance. Et là, j'étais hyper déçu, parce que moi j'avais de l'estime pour mon ami. Et là, il était dans le faux, il avait créé sa propre fake news. Parce que pour moi, le backgammon, il y a une vraie stratégie. Alors, j'ai couru, je suis allé dans une bibliothèque, j'ai récupéré un bouquin qui parlait de mathématiques et de backgammon, et je l'ai lu. Et en fait, non, c'est vrai qu'il y a une partie aléatoire, incertaine, c'est le G2D, mais il y a bien une stratégie. Et puis, en lisant ce livre, à la fin, il y avait une section qui suggérait qu'on pouvait créer un algorithme qui joue tout seul au backgammon. Alors, je crois savoir pourquoi. C'est parce que je n'y croyais pas. Vous m'entendez là ou pas? Ça sera mieux. Très bien. Et donc, je suis en train de lire mon bouquin. Et il y a une section à la fin qui parle de machine learning. Et le machine learning, c'est la possibilité de créer une intelligence artificielle qui va réaliser un automate, un algorithme qui joue au backgammon. Et donc, je code et je crée cette intelligence artificielle, mais il y a une particularité, c'est que le machine learning, on n'explique pas toutes les règles, parce que c'est trop compliqué. Dans le machine learning, on donne que des exemples. Donc j'ai pris des exemples de parties et je les donnais à l'algorithme. Puis au bout d'un moment, l'algorithme a commencé à comprendre les règles, donc je lui ai proposé de jouer avec lui-même pour s'améliorer. Puis à la fin, le backgammon, l'algorithme, il jouait vraiment contre moi. Et moi, j'étais hyper fier parce que j'avais été capable un instant de transférer mon intelligence vers une intelligence artificielle. Pour moi, c'était la preuve ultime qu'au backgammon, il y a bien une partie qui n'est pas incertaine, une partie qui est intelligente, puisqu'un robot était capable de jouer au backgammon. Pour moi, les mathématiques, c'est comme un certificat anti-foutage de gueule. Quand j'ai un problème et que je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, eh ben, j'essaie de résoudre cette question-là. Et du coup, j'ai une meilleure appréciation du vrai et du faux. Et je me suis aperçu que j'aimais résoudre ces problèmes. Quelques années plus tard, je me retrouve à New York et à la rencontre, je tombe sur un monsieur qui en fait est une sommité. C'est un trader très très influent, très très performant. Et je lui parle, et je me souviens de lui. Il avait un peu le look du Père Noël, il était grand, il était gros. Et je lui ai dit, Jim, c'est quoi ton métier? Et là, il m'explique, il me dit, Jérémy, mon métier, c'est de faire de l'intelligence artificielle appliquée au marché boursier. Alors moi, du coup, j'étais hyper intrigué parce que je m'intéressais à l'intelligence artificielle et je lui ai demandé, mais Jim, à quoi ça sert d'utiliser l'intelligence artificielle dans les marchés boursiers? Alors là, il m'a dit une phrase extraordinaire, il m'a dit, Jérémy, l'intelligence artificielle, c'est la garantie qu'il n'y aura plus jamais aucun krach boursier. Bah, du coup, je l'ai cru. Et j'ai bossé dans la finance. Et j'ai fait de l'intelligence artificielle appliquée au marché boursier. En 2008. À New York. Chez Lehman Brothers. Et du coup, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait un truc un peu compliqué. Alors, j'ai quitté mon job et ils ont coulé. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais été capables de se remettre de mon départ. Mais pour moi, cette histoire d'intelligence artificielle qui serait capable de garantir le fait qu'il n'y aurait plus jamais aucun krach boursier, c'était une fake news, mais c'était une fake news de trop. C'était la dernière des fake news. C'était impossible pour moi de supporter un truc pareil.
Alors je me suis dit que désormais, en rentrant en France, j'allais créer une société. Et que cette société, elle n'aurait qu'un seul but. C'est d'être capable d'expliquer à ses clients qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. De discerner le vrai du faux et de plus jamais se faire manipuler. Et bien je peux vous assurer qu'il y a du boulot. Parce qu'en entreprise, faire la distinction entre le vrai et le faux, c'est pas facile. On en voit de toutes les couleurs. Entre ceux qui sont persuadés que l'intelligence artificielle va tuer l'humanité, et d'un autre côté, ceux qui sont persuadés que l'intelligence artificielle fait des miracles, c'est très compliqué de leur dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ça vous l'avez lu mais vous l'avez pas compris, mais ça c'est vrai, on peut le faire tout de suite. Et des choses fausses sur l'intelligence artificielle, on peut en lire partout. À Hong Kong, un cabinet d'avocats a nommé dans son board un robot. Fake news. Non mais les chercheurs se tuent depuis des dizaines d'années à essayer de donner à l'intelligence artificielle une notion de sens commun. Et eux, ils prétendent qu'ils lui ont donné le sens des affaires. C'est impossible. En réalité, la news, elle est vraie. C'est qu'ils l'ont vraiment fait, mais c'est un coup de com'. Le robot, il n'existe pas. En tout cas, il n'est pas capable d'avoir une véritable discussion avec des avocats, de comprendre le côté non rationnel d'une affaire, le langage caché qu'on peut avoir parfois quand on parle d'une affaire qui est compliquée. Facebook a créé 2 intelligences artificielles. Ces 2 intelligences artificielles conversent dans une langue que l'homme ne comprend pas. Facebook a décidé de les éteindre. Vous l'avez lu cette news? Fake news. Si vous allez au fond du problème, en réalité, c'est vrai que Facebook travaille sur le langage naturel et a créé justement 2 algorithmes qui étaient censés converser dans une langue naturelle pour pouvoir négocier. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'expérimentation a raté. Parce qu'à un moment donné, au lieu de dire qu'ils voulaient échanger 2 bananes contre 3 pommes, ils ont commencé à dire banane, banane, pomme, pomme, pomme. Et du coup, ça ne voulait plus rien dire, c'était pas cohérent. Ils voyaient bien que l'expérimentation partait nulle part, alors ils l'ont abandonné. Mais pendant un instant, on a essayé de vous suggérer que Facebook était passé à 2 doigts d'inventer une intelligence artificielle qui allait comploter contre l'homme et tuer l'humanité. Ouf, ils l'ont éteint à temps. Les renseignements français travaillent avec une intelligence artificielle de la NSA. Eh ben non, ça c'est vrai. En fait, c'est vrai, et c'est un peu flippant, parce qu'on se dit quand même, il y a peut-être un sujet de conflit d'intérêts, parce que si pour travailler sur la lutte contre l'antiterrorisme, qui est un vrai sujet, on est obligé de passer par des algorithmes qui ne nous appartiennent pas, bah, comment on est capable de justifier ça auprès des Français? C'est leurs données. Comment on est capable de protéger leurs données personnelles? Puis il y a un sujet de souveraineté, de dépendance algorithmique. Est-ce qu'on a vraiment envie de dépendre de quelqu'un pour notre lutte antiterroriste? Est-ce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de créer notre propre intelligence artificielle? Ça, c'est un vrai sujet. Les chercheurs ont recréé un cerveau dans un ordinateur. Fake news. Parce que c'est impossible de recréer un cerveau à l'identique dans un ordinateur. En fait, ce que dit cet article, c'est quelque chose de beaucoup plus particulier. Le cerveau humain, il est fait de réseaux de neurones biologiques. Les réseaux de neurones, c'est ça. C'est un système qui permet de transmettre de l'information de neurone en neurone. Et ce qui fait que nous, on est capable de discerner, de voir, de sentir, de goûter, d'avoir des émotions. Les chercheurs, eux, ils ont travaillé sur autre chose. Ils ont travaillé sur un réseau de neurones artificiel. Ça n'a rien à voir. Enfin, oui, ils s'inspirent un petit peu. C'est un petit peu comme si on vous disait que les oiseaux et les avions, c'était pareil. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de dire que des chercheurs ont recréé un oiseau pour faire New York-Paris. Non, ils ont pris l'idée. Un réseau de neurones artificiels, c'est ça. C'est un système dans chacune des ronds, ça représente une forme d'information, et chacune des informations est transmise entre les ronds qui sont les uns à côté des autres. Au début, il y a juste les pixels d'une première photo, une photo d'une voiture. Et au fur et à mesure, par un système de couches, l'intelligence artificielle va être capable de comprendre de quelle voiture on parle. La branche aujourd'hui des réseaux de neurones qui donne le plus de résultats et qui donne lieu à le plus
de recherche, ça s'appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Dans le deep learning, les réseaux de neurones artificiels ont la possibilité d'être organisés en couches. C'est-à-dire que les tout premiers, ils voient l'image entière, mais les deuxièmes ne sont au courant de l'image que par l'intermédiaire de ce que leur en disent les premiers. Et les derniers, eux, ne savent que ce qu'ont dit tous les précédents au sujet de l'image. Et là où l'intelligence artificielle va se créer, c'est que la première couche va être capable de détecter une notion de bordure, de contour, de périmètre. Puis la deuxième catégorie de couches va être capable de créer une notion de forme, de rond, de carré, de surface. Et puis la couche la plus noble, la plus élevée, est capable de reconnaître des véritables voitures, jusqu'à être capable de prédire, de classifier et de dire quelle voiture est associée à quelle marque. Voilà. Ça, c'est véritablement ce que l'intelligence artificielle est capable de faire aujourd'hui. On lui donne une photo, et l'intelligence artificielle va décrire ce qu'il y a dans la photo. Une femme habillée en blanc, avec une robe, une raquette de tennis, sur un fond vert, avec deux personnes qui sont derrière. Ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est hyper important. C'est quelque chose de très sérieux parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on peut entendre beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, mais ces choses, on n'est pas toujours sûr qu'elles sont vraies. Alors qu'en réalité, il y a des choses qui sont très belles et qui sont déjà réalisées grâce à l'intelligence artificielle et qui sont peut-être un peu moins célèbres. Et c'est ces choses-là que je vais vous raconter. J'ai une amie qui est médecin. Alors vous savez, on dit l'intelligence artificielle va remplacer les médecins. Fake news. Par contre, l'intelligence artificielle va aider les médecins. Cette amie, elle a bac+15 parce qu'elle est à la fois médecin et chercheur en biologie. Et elle travaille sur un médicament qui a vocation à donner et à rendre la fertilité aux femmes qui ont subi une chimiothérapie. C'est un sujet très sérieux. Et dans ses études, elle teste le médicament sur des souris. Et pour mesurer l'impact du médicament, elle mesure dans les ovaires de souris le nombre de cellules, de follicules. Est-ce que vous savez combien il y a de cellules dans des ovaires de souris? Et est-ce que vous savez combien il y a d'ovaires dans une souris? Non, ça, vous savez normalement. Mais est-ce que vous savez combien il faut étudier de souris pour être capable de tester le médicament? Ben, figurez-vous que Charlotte, elle va passer 200 jours à ne faire qu'exclusivement compter des follicules de souris dans des coupes d'ovaires. Pendant 200 jours, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Elle va remplir le nombre de follicules qu'elle a vus dans la première ligne. Puis elle va faire ça sur la deuxième ligne, pendant 200 jours, alors qu'elle a un bac+15 et qu'elle est médecin. Alors elle est venue me voir, elle m'a dit « Jérémy, j'ai un problème. » Chouette, moi j'aime bien les problèmes. Elle m'a expliqué ce problème de comptage et je lui ai dit « Viens, on va bosser ensemble sur la construction d'une intelligence artificielle qui va être capable de compter les cellules. » Alors au début, la première version n'était pas top, elle ne retrouvait pas les mêmes résultats, puis on s'est inspiré du travail que faisait Charlotte, et puis à force de travail, aujourd'hui, on a été capable de créer une intelligence artificielle qui compte les cellules. Elle est passée de 200 jours de travail à 10 minutes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Charlotte, elle envisage de publier son résultat, de le communiquer, d'aller rencontrer des chercheurs, d'aller à des conférences, mais encore plus, elle envisage de tester 10 autres médicaments pour aller 10 fois plus vite dans sa recherche médicale. Voilà, ça c'est un exemple concret de ce que l'intelligence artificielle est capable d'apporter aux médecins. Ça c'est du vrai. On dit souvent que l'intelligence artificielle est capable de remplacer les métiers, va créer un jour un robot tueur, un Terminator. Alors, ça, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est fake news. Il n'y a pas de robot tueur, de robot bûcheron, de robot pompier. Il y a un an, j'ai rencontré le lieutenant-colonel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il m'a expliqué qu'il avait un problème. Chouette. Moi, j'aime bien les problèmes. Il m'a expliqué qu'il a un système de camions, mais comme il est dans une situation de restriction budgétaire, il ne peut pas mettre 100% du matériel dans chacun des camions. Donc il y a des camions qui ont tout le matériel et il y a des camions qui sont un peu incomplets. Ce qui en soi n'est pas très grave, parce que quand il y a une intervention, il envoie toujours le camion qui est complet. Mais parfois, il y a des situations où il y a plusieurs interventions et plusieurs urgences au même moment. Et là, du coup, ça devient dangereux, parce que peut-être qu'il ne va pas envoyer le bon matériel sur la bonne intervention et qu'il y a des vies qui sont en jeu. Alors on a travaillé ensemble. Et au bout de plusieurs mois, on a été capable de créer une intelligence artificielle
qui, en fonction des informations qu'il a, le type d'appel, le type d'intervention, le type de distance, les mots-clés qui sont intervenus, il sait à l'avance quel type de matériel il est censé utiliser. Et comme ça, il n'est pas dans une situation où il peut envoyer un camion incomplet sur une intervention qui est très urgente. Ça, c'est très concret. Ça peut sauver des vies. Puis en plus, le lieutenant-colonel, il a compris quelque chose. Il a compris que les maths, c'était un certificat anti-foutage de gueule. Du coup, il est allé avec notre algorithme, il a expliqué qu'il n'avait pas assez de moyens. Il a eu plus de moyens pour acheter plus de matériel parce qu'il en avait la preuve mathématique. On parle aussi de l'intelligence artificielle qui va créer des cyborgs. Fake news. Il n'y a pas de transhumanisme, de mort de la mort, des robots, tout ça. Ça ne va pas arriver tout de suite, l'homme bionique, ce n'est pas pour maintenant. Par contre, il y a des vraies réalisations concrètes. On travaille depuis un peu plus d'1 an avec l'équipe de scénologie des hôpitaux de Strasbourg. Ils sont venus me voir en me disant qu'ils avaient un problème. Ouais, j'aime bien les problèmes. Ils m'ont expliqué que après une opération du sein, les femmes qui avaient donc un cancer du sein ont un risque très important de contracter un lymphœdème. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était à l'époque un lymphœdème. Un lymphœdème, c'est un épaississement du bras, mais c'est un épaississement qui ne revient jamais à la normale. Donc en fait, c'est très inesthétique et dans un cadre de thérapie globale et du choc lié à la maladie, d'avoir en plus apporté quelque chose d'inesthétique, c'est compliqué pour ces patientes-là. Donc on a travaillé avec eux et on a créé un manchon connecté. Un manchon, c'est comme un brassard qu'on enfile entre le bras et qui monte jusqu'à l'épaule. On a appelé ça lymphométrie. Et le manchon, il mesure en temps réel la circonférence du bras en plusieurs endroits. Et comme le manchon, il est connecté à son téléphone, et que sur son téléphone, on peut savoir si elle est en train de se déplacer, si elle est en train de faire du sport, si elle est en train de faire autre chose. Du coup, le médecin, il est capable de dire, toi, quand tu fais du tennis, tu as une bonne régulation de la lymphe, donc du coup, ça ne te provoque pas un lymphodème. Inversement, quand tu fais de l'ordinateur et que tu restes collé à ton clavier pendant des heures, la lymphe circule mal et il y a un risque de lymphodème. Ça, c'est du concret, ça, c'est du vrai, parce qu'aujourd'hui, c'est un prototype, mais on est en cours d'industrialisation, on va le faire valider par des laboratoires, et demain, on vendra effectivement des lymphomètres qui seront portés par des personnes qui, désormais, n'auront plus le problème du côté inesthétique du lymphodème. Voilà, ça, c'est vrai, et c'est ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Alors, j'ai un dernier exemple. Je ne sais pas si j'ai le temps pour le dernier exemple. Alors, je fais le dernier exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a une branche de l'économie qui est hyper importante, ça s'appelle la qualité client, le service client. C'est le fait qu'on s'assure que vous soyez content que vous achetez quelque chose. Aujourd'hui, quand vous achetez sur un site de e-commerce et que vous tapez quelque chose dans la fenêtre, il y a quelqu'un qui va vous répondre à quelle heure arrive votre colis, s'il est perdu, où est-ce qu'il est, s'il a la bonne taille, s'il en reste, ce genre de choses. En réalité, ces gens qui vous répondent, ils sont dans un lieu qui s'appelle un centre de contact client. Ils sont tous devant des ordinateurs et ils répondent à votre chat pour répondre à vos questions. Et j'ai un de mes clients qui s'appelle Nathaniel et qui est venu me voir en me disant qu'il avait un problème. Son problème, il était un peu particulier, c'est que les gens qui étaient dans son centre de contact, ils étaient malheureux et en fait, ils démissionnaient très vite parce que le métier est hyper inintéressant, parce que les questions sont toujours les mêmes et les réponses sont toujours les mêmes, si bien qu'en fait, ils tapent pas vraiment. En fait, ils ont un dictionnaire de réponses toutes faites, ils connaissent par cœur la page et le numéro de la ligne, ils rentrent le numéro, ils tapent entrée et ils vivent comme ça. Et en fait, leur métier est tellement inintéressant que les gens restent pas longtemps et c'est toute une galère pour lui d'être capable de recruter les personnes pour faire ce métier-là. Alors du coup, on a travaillé avec lui et on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait 99% des conversations qui étaient automatisables, sur lesquelles on pouvait mettre une intelligence artificielle, mais cette intelligence artificielle avait la capacité de comprendre lorsque la conversation était trop compliquée, elle devait faire appel à un humain. Et du coup, les personnes qui travaillent étaient beaucoup plus intéressées, beaucoup plus motivées, et ça fait monter en flèche le chiffre d'affaires de ce client-là. Et ça, c'est une vraie réalisation de l'intelligence artificielle, c'est vraiment du concret. Alors vous allez me dire, c'est vraiment du concret, mais il y a aussi un enjeu un peu éthique, sociétal, parce que ces gens-là, finalement, ils vont peut-être perdre leur job, et l'intelligence artificielle, c'est vrai, en partie, participe à détruire des jobs. Et ce qui est vraiment très important, c'est que pour être sûr de savoir si on fait des bons choix ou des mauvais choix avec l'intelligence artificielle,
le plus important, c'est de distinguer le vrai du faux. Parce qu'en distinguant le vrai du faux, vous êtes sûr que vous ne vous ferez jamais manipuler. Vous êtes sûr que vous ne croirez plus jamais à des fake news. En réfléchissant par vous-même, en faisant preuve d'esprit critique, en apprenant par vous-même, vous êtes dans une situation où vous allez pouvoir participer à décider quel est le choix de vie que notre société va avoir avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Parce que ça, c'est sûr, l'intelligence artificielle va arriver. Et quand elle va arriver, il vaut mieux savoir comment on veut l'employer plutôt que d'être obligé d'être manipulé par des gens qui seraient mal intentionnés. Alors je repense à cette discussion que j'ai eue avec ma grand-mère quand j'avais 4 ans. Et quand je lui disais que je ne croyais pas au Père Noël. Et aujourd'hui, j'y réfléchis et je me dis, une intelligence artificielle qui vous livre en 24 heures en bas de chez vous, qui connaît l'historique de tous vos achats, qui sait que si vous avez aimé tel produit, vous aimerez tel produit, qui est capable de livrer toute la France, tous les enfants en France en moins de 24 heures, le soir du 24 novembre, le 24 décembre. Ça existe en fait. Comme quoi vous voyez, c'est extrêmement difficile d'être sûr qu'on peut distinguer le vrai du faux. Merci. J'avais pas compris ça. Alors, donc là, on va enchaîner sur la présentation de la deuxième vidéo par une conférence TEDx de Cédric Villani, donc qui date un petit peu, c'était en 2012, mais qui va expliquer d'où émergent les idées. Et donc après, on passera aux questions. Et donc là, je pense que c'est Jérémy qui répondra aux questions, c'est pas moi. Mais bon, si. Bonjour. Comme le dit un proverbe très juste, la prédiction est un art difficile, surtout quand elle s'applique à l'avenir. Et c'est parfaitement vrai. C'est très difficile de prédire ce que sera la science en 2030, l'un des thèmes qu'on pourrait se poser, bien sûr, dans ce TED. Interrogé à ce sujet en 1900, Henri Poincaré, plus grand mathématicien de son époque, s'en tira par une pirouette. Si, en 1800, on avait demandé à un savant quelconque ce que serait la science au XIXe siècle, que de bêtises il aurait dit de grand Dieu. Cette pensée m'empêche de vous répondre. Je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants. C'est justement pour cela que je ne puis rien vous en dire, car si je les prévoyais, que leur resterait-il d'étonnant ? Aujourd'hui, je pourrais très bien reprendre à mon compte cette citation du grand homme, m'arrêter là et laisser la parole au conférencier suivant avec un gain de temps appréciable. Vous êtes d'accord ? Vous n'avez pas l'air d'accord. Alors on va continuer. Poincaré, il nous fait une prédiction, en fait, sans en avoir l'air. Il nous fait une prédiction qu'il va se passer des choses étonnantes et que demain, comme aujourd'hui, comme hier, les idées innovantes joueront un rôle capital. Des découvertes qu'on ne peut prévoir, mais qu'on peut préparer. Les idées, c'est extrêmement puissant. On le sait bien à TED. Les idées, ça peut vous faire changer la vie, gagner une guerre, changer le sort de l'humanité. Parmi quelques exemples très représentatifs au XXe siècle, nous avons ici à droite le mathématicien anglais Alan Turing, né il y a 100 ans, dont les idées mathématiques permirent aux Alliés, durant la Seconde Guerre mondiale, de casser le code secret des Allemands, le code secret de la marine allemande, et dont les recherches menèrent au développement des ordinateurs. À sa gauche, Paul Erdős, le mathématicien errant, juif hongrois déraciné par la guerre, errant, sans bagages, sans argent, sans emploi, sans voiture, sans rien d'autre que la richesse de ses idées et la solidarité de ses amis qui en firent le mathématicien le plus prolifique du XXe siècle. Au centre, vous avez Léo Szilard, son compatriote, qui le premier eut l'idée de la réaction en chaîne, qui devait mener, pour le bien ou pour le mal, à la bombe atomique. On le voit sur ces exemples. Une idée, ça peut changer le monde entier. Et
Toutes les institutions d'enseignement supérieur dans le monde, aux États-Unis, en Europe, partout ailleurs, tirent leur fierté non seulement des connaissances qu'elles transmettent, mais de la capacité qu'elles enseignent à avoir des idées innovantes. Ça, c'est la vraie richesse. Mais les idées, comment ça fonctionne? Comment ça se passe quand on a une idée? Redonnons la parole à Poincaré. Poincaré est l'un des rares scientifiques à avoir écrit à la première personne sur le processus de découverte de grandes idées. Un texte très célèbre qui est un peu aux sciences qu'est la Madeleine de Proust à la littérature. Dans un texte très célèbre, il parle d'une inspiration qui lui vient subitement quand il pose le pied sur un marchepied dans une balade en autobus, apportant la solution qu'il cherchait. Regardons un autre exemple où il nous parle de la façon dont il a résolu un problème qui lui tenait à cœur et contre lequel il bataillait en vain. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de certitude, de brièveté, de soudaineté, de certitude immédiate, que, excusez pour les gros mots, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques, ternaires, indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Même si vous n'avez pas saisi toute la subtilité et la poésie des dernières lignes, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec les falaises ou avec les promenades. Ce qui est important, c'est précisément ça. Ce que nous décrit Poincaré, c'est un processus complexe dans lequel les périodes de travail acharné et conscient alternent avec les inspirations subites, qui viennent sans crier gare, sans aucun rapport avec ce que vous êtes en train de faire, par exemple en train de vous promener sur une falaise. Parce qu'il y a eu un travail inconscient et très mal compris du cerveau. Retenez ça, les plus jeunes d'entre vous, si un soir vous avez un devoir de mathématiques rebelle et puis vous avez envie de sortir rejoindre vos copains dans une boîte de nuit, essayez auprès de vos parents d'utiliser la méthode Poincaré. Vous leur expliquez qu'un mathématicien leur a expliqué dans une grande conférence que pour résoudre les problèmes, il fallait aller se promener dehors, attendre que l'inspiration vienne. Vous me direz si ça marche. Alors, des témoignages comme celui de Poincaré, on n'en a pas tant que ça. J'ai essayé de faire le mien. Il s'appelle Théorème vivant et c'est l'histoire d'une idée vécue de la part d'un de ceux qui l'ont fait naître. L'histoire d'une idée entre l'histoire d'un théorème, un assemblement innovant de concepts mathématiques pour résoudre un problème issu de la physique des plasmas, je ne vous dirai pas lequel. Ce que le livre vous raconte, ce n'est pas ce problème, ce que ce livre vous raconte, c'est la résolution. Depuis le premier instant où une conversation féconde entre deux mathématiciens sonne le début du projet, jusqu'à l'instant où la découverte consolidée est prête à naître, c'est-à-dire à être publiée sous forme d'un article de recherche. Entre ces deux instants, c'est une longue quête qui dure 2 ans et demi, qui n'est pas linéaire et qui compte des joies et des peines, des moments d'exaltation et de dépression, des rebonds inattendus, des phénomènes d'illumination, un peu comme celui qui décrit Poincaré, des petits, des grands, et des phases de travail extrêmement dures. Un processus complexe, un peu chaotique, qui représente ce que peut être la naissance d'une idée. Dans ce livre, le héros est une idée, mais aussi on voit bien que les idées mathématiques, elles ne naissent pas de manière mathématique. Le cerveau des mathématiciens, comme le cerveau de tout le monde, il est bâti sur des émotions, sur des analogies, sur des sentiments, et il faut se débrouiller pour faire entrer l'idée logique dans cette matrice biologique et émotive. L'idée s'inscrit dans un cerveau biologique. Parfois, ce sont les êtres humains qui s'inscrivent dans une idée quand elle est forte. C'est ce que raconte, dans un roman historique passionnant, l'auteur Francis Spufford, Red Plenty, l'histoire d'une idée dont on pensait qu'elle pouvait révolutionner la Russie soviétique dans les années 50. La programmation linéaire avec des mathématiciens de génie aux commandes et tous les impacts sociologiques, politiques que pouvait avoir cette idée. Comme le dit Spufford dans l'introduction de son livre, le héros de ce livre est une idée. Et on pourrait passer des heures à parler des idées et de leurs aventures, leur histoire, leur géographie, leurs échanges, toutes sortes de choses liées aux idées. Je vais me contenter, dans les quelques minutes qui restent, de recenser quelques ingrédients qui sont nécessaires à l'éclosion des idées. Pour avoir de bonnes idées, il vous faut d'abord peut-être un cerveau bien formé, mais plus ou moins bien formé. Même ça, ce n'est pas suffisant pour avoir de bonnes idées. Et pour avoir les idées et les théorèmes qui m'ont valu la médaille Fields en 2010,
il n'y a pas que le cerveau, pas du tout que le cerveau qui a joué, il y a beaucoup d'autres ingrédients qu'on retrouve dans toutes les idées. On retrouve ces ingrédients à travers les siècles, toujours les mêmes, je pense, mais ils évoluent en fonction de la culture et en fonction de la technologie. Et chacun de ces ingrédients constitue un sujet de recherche en soi, mêlant sciences dures et sciences humaines. Premier ingrédient, la documentation. Les encyclopédies, les résultats d'expérience, les informations, les représentations de résultats, tout ce qui va nourrir votre cerveau. Ceci a été révolutionné par l'informatique. De nos jours, avec une encyclopédie électronique, vous pouvez retrouver une formule que vous avez oubliée, dont vous avez oublié même le nom, pour peu que vous sachiez vaguement de quoi elle parle. C'est une révolution. Deuxième ingrédient fondamental sans lequel vous ne faites rien, la motivation. La motivation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est probablement la menace la plus grave qui pèse sur la science des pays industrialisés de nos jours, le manque de motivation des jeunes générations pour les métiers de la science, pour des métiers qui sont pourtant passionnants. Un problème qui touche tous les pays industrialisés. D'où vient la motivation ? On serait bien content si on le savait. Ça se transmet parfois de maître à élève, ça se transmet de parents à enfants, ça peut se découvrir dans un livre illustré, au détour d'un dessin animé, comme certains que je regardais quand j'étais enfant. Ça peut se trouver dans des expériences, comme celle qui est représentée ici, l'expérience menée par un professeur avec ses élèves d'école primaire en Angleterre, sur le comportement des abeilles. Les abeilles qui vont intégrer la reconnaissance de couleurs et de la reconnaissance de patterns pour choisir où butiner, c'est un sujet sur lequel vous pouvez faire travailler une classe comme thème de recherche, aboutissant à la publication d'un article dans une revue. Tous les auteurs, à une exception près, sont des enfants d'école primaire. Dans les conclusions de l'étude, ils ont découvert des choses sur les abeilles et ils disent « Nous avons aussi découvert que la science est amusante ». Voilà une conclusion dont j'espère qu'elle sera découverte et redécouverte par de nombreux enfants dans les décennies à venir. Notre avenir en dépend. Troisième ingrédient, sans lequel vous ne pouvez rien faire, un environnement propice qui vous permet de développer vos idées. Conditions matérielles et conditions intellectuelles. Des gens avec qui discuter, ce peut être un laboratoire avec vos collègues, ce peut être un institut comme celui que j'ai l'honneur de diriger, l'Institut Henri Poincaré, accueillant des chercheurs de tous horizons et de tous pays en mathématiques et en physique théorique. Ce peut être aussi l'environnement de la ville, avec les rencontres que cela permet. L'historien des sciences, Marc Gigé, spécialiste de l'innovation, a analysé le rôle de la ville comme unité d'innovation à travers les siècles, remontant jusqu'à des exemples anciens, comme la légendaire ville de Persépolis, phénomène d'innovation, et bien d'autres encore. Citons, dans les exemples de villes avec un climat extrêmement innovant, la Budapest des années 1920-1930, avec son climat extrêmement tolérant, où régnait une richesse intellectuelle qui a conduit à l'émergence de ces fameux martiens. Ces scientifiques parlant une langue incompréhensible, dont nous avons vu 2 exemples déjà, et qui ont révolutionné le monde avec leurs découvertes en mathématiques et en physique théorique. Ce peut être la rencontre au sein d'une ville, ça peut être une rencontre comme cette conférence TED au sein de Paris, ce peut être aussi une rencontre comme celle qui m'a mené à me retrouver à la table d'un éditeur littéraire un soir dans un dîner, qui aboutit à la publication du livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Sans cette rencontre dans cette ville, pas de livre. Voyez de quoi dépend une idée, de votre environnement, pas seulement de vous. Quatrième ingrédient, les échanges. Les échanges en face à face, c'est fondamental pour le début d'un projet, mais pour développer l'idée, pour la faire avancer, vous avez toutes sortes de possibilités d'échanges. De nos jours, ce peut être par courrier électronique, et pendant des mois, avec mon collaborateur principal, nous avons échangé des centaines de mails formant comme une sorte de cerveau délocalisé de part et d'autre de l'Atlantique. Le mathématicien Tim Gowers a mené des expériences bien plus impressionnantes où des centaines de mathématiciens collaborent ensemble à résoudre un théorème à partir de son blog. Cinquième ingrédient, les contraintes. On les attend surtout au niveau scientifique, mais elles sont aussi au niveau de la créativité. Leur rôle dans la création artistique a été souvent souligné. 2 exemples que je vous présente ici, qui sont remarquables. La pièce de musique écrite par György Ligeti, une étude faite entièrement en La, avec une exception près. Et à droite, un extrait de ce fameux roman de Georges Perec, où la contrainte était de ne jamais utiliser la lettre E. La contrainte comme élément de création. 6e ingrédient, comme on l'a vu avec Poincaré, ce mélange, ce dosage savant de travail et d'intuition où alterne le travail dur et l'illumination inexpliquée. Et puis 7e ingrédient, la persévérance et la chance. La
nourrice travaillant pour un célèbre mathématicien décrivait un jour à ses amis le travail de son employeur. « Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il passe sa journée à griffonner sur des feuilles de papier. Le soir venu, il froisse tout et le jette à la poubelle. » Et tout est dit. De la même façon que 99% des brevets n'aboutiront à aucune invention qui vous rapporte, la plupart des idées ne marchent pas, c'est normal et c'est comme ça. Et le chercheur passe son temps à envoyer ses brillantes idées au panier, parce qu'elles ne marchent pas. De temps en temps, la chance permet d'en sauver une, et c'est le début d'une grande aventure. Vous voyez, tout ce qu'il faut à une idée pour qu'elle émerge, on comprend que ce soit précieux. On comprend que ce soit précieux, mais l'aventure ne s'arrête pas là une fois que vous avez réalisé votre idée. Et aujourd'hui, comme demain, ce sera un enjeu majeur, la dissémination des idées. Les idées sont faites normalement pour être échangées librement. Citons Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Si la nature a rendu une chose moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée, qu'un individu possède seulement tant qu'il la garde pour soi. Dès l'instant où elle est divulguée, elle s'impose à la possession de tous, et celui qui la reçoit ne peut s'en défaire. Ce qui en fait aussi sa particularité est que personne ne la possède moins, car chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien, de même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres. Des mots qu'il est bon de rappeler aujourd'hui, qui ne sont pas forcément compris de tous, comme le montre l'anecdote suivante. Comme beaucoup de mes collègues, je publie mes articles sur ma page web, tous, en libre accès pour mes collègues. Et il y a quelques semaines, une plateforme de dissémination d'idées me contacte pour récupérer certains de ces articles et les poster sur sa plateforme. Et la responsable reçoit quelques semaines après une lettre comminatoire avec pléthore de noms d'avocats représentant un grand nom de l'édition scientifique, parlant d'atteinte à la propriété intellectuelle et expliquant que les dommages et intérêts sont demandés. Aujourd'hui, en 2012, les mots de Jefferson sont toujours d'actualité et il faut les rappeler. Il faudra les rappeler encore dans 20 ans. Protéger les idées qui sont un bien aussi puissant que précieux et fragile. Je laisserai le mot de la conclusion à Henri Poincaré. Les idées, c'est la pensée. La pensée est comme un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Je vous remercie. J'imagine que ces deux vidéos et puis surtout le talk de Jérémy Haroche vous ont passionné et puis vous amènent à vous poser beaucoup de questions. En tout cas, voilà, Jérémy, vraiment merci beaucoup parce que c'était passionnant. On disait tout à l'heure avec Stéphanie que nos fils ont reçu dans leur boîte aux lettres Sciences et Vie Junior et qui était sur l'intelligence artificielle. Et je pense qu'en fait, ça serait bien qu'ils puissent voir cette vidéo parce que ça explique aussi bien aux enfants qu'aux adultes que nous sommes tout le bien fondé de l'intelligence artificielle et tout ce que ça peut faire, ne pas faire, et en quoi il faut croire ou ne pas croire. Donc maintenant, de la place aux questions de la salle. Alors juste avant de vous laisser la parole, et je passerai avec le micro, en fait, la deuxième vidéo, c'est toi qui as demandé à ce qu'on la passe, parce que vous l'avez compris, de la naissance des idées viennent ensuite peut-être tout ce qui va être mis en œuvre pour l'intelligence artificielle. Je voulais juste que tu nous expliques pourquoi tu as choisi cette vidéo, s'il te plaît. Puis ensuite, je vous laisse la parole. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation et pour le moment très, très agréable que j'ai passé avec vous. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je serai content de répondre à vos questions. Et j'espère que déjà la présentation que je vous ai faite a pu vous plaire. Cédric Villani, aujourd'hui, c'est une personne incontournable sur la thématique de l'intelligence artificielle puisqu'il a été officiellement nommé par le Premier ministre comme chef de file de l'écriture d'un rapport qui aura vocation à définir les enjeux des 5 prochaines années, notamment dans les investissements, dans le financement sur l'intelligence artificielle. Et je pense que c'était important, puisqu'on va vivre avec cette intelligence artificielle pendant 5 ans, et avec lui comme chef de file pendant 5 ans, de comprendre un petit peu comment lui réfléchit et quelles sont ses valeurs. Et je trouvais que, sans être trop redondant par rapport à la thématique d'intelligence artificielle, parce que lui n'en parle pas dans ce talk-là, on a quand même des idées qui sont très fortes. Moi, je retiendrai essentiellement l'idée qu'on a un devoir d'éducation auprès des jeunes générations sur la description de ce que c'est l'intelligence artificielle. Parce que c'est des gens qui, quand ils seront éduqués, ils seront capables
de distinguer le vrai du faux. Mais peut-être que s'ils le sont un petit peu moins, ils pourront tomber dans des situations où ils pourront croire à des thèses complotistes qui les mèneront vers l'extrême, où ils pourront être tout simplement des simples consommateurs bien éduqués qui suivront les suggestions marketing de grands groupes qui les orienteront vers tel ou tel produit. Donc voilà, je pense que c'est très important qu'on accorde du temps. C'est ce que j'ai entendu et écouté et retenu parmi toutes les choses que proposait Cédric Villani. Puis évidemment, c'est un chercheur, donc il nous a expliqué aussi comment une idée arrive. Et comme l'intelligence artificielle, ça reste quelque chose d'assez abstrait, même si j'ai essayé d'expliquer un réseau de neurones de deep learning dans ma présentation, je pensais que c'était sympa aussi de faire toucher du doigt au grand public l'idée que la création d'une idée, même en intelligence artificielle et même en mathématiques, c'était quelque chose finalement d'assez compréhensible auquel on pouvait s'intéresser, et je vous invite à vous y intéresser. Parler contre le micro, autrement. Bonsoir. J'ai une question qui est un petit peu technique. On a vu dans les exemples que vous avez donné l'importance de la modélisation avant de passer dans les algorithmes de deep learning. Donc dans le cas de l'image, c'est la détection des contours. Dans le cas du pompier, c'est les mots-clés. Est-ce qu'on a aujourd'hui une solution pour se passer de cette modélisation ou d'avoir une espèce de modélisation absolue? Car on sait qu'aujourd'hui, elle crée des biais et que parfois, il pose problème. Alors, oui, il y a le sujet de modélisation, et il y a aussi le sujet des choses qui posent problème, qui sont finalement cumulatifs, mais aussi indépendants. Alors, ça marche comme ça, c'est bien. La première chose, c'est que si vous assistez actuellement à des conférences scientifiques sur la thématique du machine learning ou du deep learning, il y a une qui tourne beaucoup entre chercheurs, où on voit un gâteau, et donc le gâteau, il a et les chercheurs expliquent que si vous êtes capable de résoudre des algorithmes dans lesquels il faut expliquer à la machine comment ça se passe, ben vous avez résolu le problème de la cerise. Si vous avez trouvé des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui est capable de comprendre, mais que vous êtes obligé de lui donner la modélisation vers la compréhension, vous avez résolu le problème du glaçage. Mais si vous voulez vraiment manger le gâteau, il va falloir trouver des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on appelle non supervisés, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a eu à aucun moment une intervention humaine qui était là pour guider l'intelligence artificielle ou pour lui donner le début d'un commencement de modélisation. Donc en fait, la recherche continue, elle est très incrémentale, elle est très progressive. De temps en temps, il y a des belles découvertes qui font un effet de com' et on est au courant. La réalité, c'est que la puissance de la recherche est encore très 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 profonde. Il y a plein de trucs à découvrir. Aujourd'hui, on fait bien de la reconnaissance vidéo, on commence à faire un petit peu du langage naturel, mais en fait, le pouvoir, la potentialité de l'intelligence artificielle est beaucoup plus important. Et vous posiez en même temps le problème d'erreurs qu'on peut trouver dans l'intelligence artificielle. En fait, ils peuvent être liés à la modélisation, ou parce qu'elle est mal faite, ou parce qu'elle n'est pas faite. Et en fait, il y a plein d'autres sujets qui peuvent arriver. On a suggéré les problèmes éthiques. Ça, c'est peut-être une catégorie de problèmes qui sont réservés à l'homme et qui arrivent en aval de la création de l'intelligence artificielle. Mais aussi des vrais problèmes techniques. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle est conçue à partir d'un set de données de départ. On ne connaît pas la déviation des données. On ne peut pas comprendre le risque que l'intelligence artificielle se fasse hacker. Et en fait, il y a des exemples où il y a des intelligences artificielles qui avaient vocation à converser, et parce que les gens ont passé leur temps à l'insulter, l'intelligence artificielle a commencé elle aussi à insulter. Et ça, véritablement, c'est un problème, parce que ça partait d'un bon sentiment, et puis ça a été trafiqué, et c'est devenu une erreur. Il y a un autre type de problème aussi qui est assez lourd en ce moment, c'est le problème de comment on certifie qu'une intelligence artificielle, elle est valable. Parce que la voiture autonome, elle est prête. Enfin, Tesla l'a testé, Google l'a testé, je pense qu'elle pourrait arriver sur le marché demain matin. Le problème, ce n'est pas le problème technique, le problème, c'est qui certifie que la voiture, elle est autonome tout le temps. Parce que comme elle a appris sur des exemples, ben, il y a forcément des cas qu'elle n'a pas connus. Le jour où, je ne sais pas, moi, il y a une plaque de verglas, un camion qui arrive dans l'autre sens qui dérape, un bout de bois qui tombe par terre, etc. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je freine? Est-ce que je dérape? Est-ce que je me mets sur le bas-côté? Si l'exemple n'a jamais été donné à la machine, l'intelligence artificielle peut être dans un cas où elle ne saura pas gérer. Et donc, on ne peut pas certifier qu'il y a des cas qui ne sont pas encore découverts. Et donc, il y a une partie importante aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui se donne comme objectif d'être capable de traiter de manière certifiable des cas qui n'ont pas été encore envisagés. Donc voilà, la recherche est encore très profonde et les erreurs sont nombreuses.
Merci Monsieur Roch et merci à TEDx pour cette intervention sur l'intelligence. C'est vraiment le sujet dont il faut parler et ne pas arrêter d'en faire. Avant de poser la question, juste une remarque. C'est grave de parler d'intelligence en fait, parce que tout ce qui sort d'un ordinateur, c'est du calcul. On le sait depuis l'invention de la machine, l'ordinateur, l'informatique, c'est du calcul. Donc c'est un abus de langage pour moi, l'intelligence artificielle. On ne sait même pas ce qu'est l'intelligence aujourd'hui. Si vous interrogez les chercheurs sur le cerveau et l'intelligence, donc humaine, ils vous diront qu'on est encore à tâtons sur le sujet. Récemment, une personne a découvert qu'il n'y avait pas une intelligence humaine, mais 6 à 7 intelligences humaines. Et le test de QI ne reflète qu'une intelligence. Il y a 20 ans, on a parlé du web comme une promesse de... Je vais faire ma question, je vous rassure. Il y a 20 ans, on a fait la promesse que ce serait la civilisation de la connaissance. On s'est cassé la figure. Il y a Wikipédia qui représente 1% du trafic mondial. On n'a jamais fait d'intelligence. On n'a jamais fait de civilisation de la connaissance. Aujourd'hui, on est dans le même cas de figure. On se fantasme. Bravo d'avoir remis les choses en place. Mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous apprend sur l'intelligence. Et vous-même, qui êtes une figure, qu'est-ce que pour vous l'intelligence et qu'est-ce que vous apprenez dessus aujourd'hui de l'intelligence humaine? C'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et pourtant, je ne suis pas très éloigné de vous, je suis dans le web depuis 25 ans, l'Internet, le numérique, et on est très près de ces sujets-là. Mais la vraie question que je me pose, c'est plutôt ça qu'il faut se poser. Merci. Qu'est-ce que l'intelligence? Merci pour votre question, et vous l'avez présenté peut-être comme un débat, mais j'adhère beaucoup à ce que vous venez de dire. On vit dans une génération où les mots sont devenus très galvaudés. On est dans une génération où le buzzword est devenu plus important que le sens caché, ou le sens profond, le sens véritable des choses. Et le mot intelligence artificielle, c'est un peu comme les réseaux de neurones. Ça ressemble à l'intelligence parce qu'il faut bien donner des symétries et des exemples. Mais ce n'est pas du tout une intelligence au sens du sens commun ou au sens de l'intelligence forte. Non, je suis d'accord avec vous. En fait, le mot intelligence artificielle, au sens sémantique, il a eu un petit pic de succès dans les années 70, parce qu'on commençait à inventer, il y avait des films au cinéma avec des notions de robots qui avaient été dotés d'intelligence, donc on arrivait à voir ce que c'est. Et à l'époque, on définissait l'intelligence artificielle comme étant l'ensemble des tâches que l'homme peut faire, mais que la machine ne sait pas encore faire. Et c'est arrivé à son paroxysme avec, par exemple, dans les années 90, Kasparov qui perd contre Deep Blue aux échecs, mais en fait, cette intelligence artificielle qui, à l'époque, faisait une forme de choc, aujourd'hui, elle est très décevante parce qu'on a tous dans notre téléphone portable un jeu d'échecs qui joue tout seul et c'est beaucoup moins impressionnant que ça l'était à l'époque. Donc là, il y a à nouveau le mot d'intelligence artificielle qui revient à la mode, mais moi, je suis complètement conscient là-dessus. C'est une machine marketing. J'utilise le mot parce que les gens veulent entendre ce mot-là et ils achètent la capacité que j'ai à les accompagner parce qu'il y a le mot. Peut-être que ma particularité, c'est que j'accorde une attention particulière, et surtout mes collaborateurs, qui sont les vrais talents de ma société, accordent une particulière attention à l'honnêteté scientifique. Et à ne pas vendre un truc parce que c'est vendable et que quelqu'un est prêt à l'acheter, mais vraiment parce que c'est vrai, que c'est du concret, que ça va apporter de la valeur, qu'il y a un retour sur investissement et qu'on va vraiment aider le collaborateur à aider. Alors, sur la question de l'intelligence non artificielle, je ne suis déjà pas un spécialiste de neurosciences, donc je n'ai pas de réponse. Je n'ai même pas une personnalité qui fait que je serais capable de théoriser ça. Moi, en tout cas, la plus grande découverte de ma vie entrepreneuriale qui existe maintenant depuis 6 ans, c'est que j'ai été construit dans un bloc où on m'avait expliqué que la seule intelligence valable, c'était l'intelligence mathématique et ingénierie. Et donc, j'ai toujours été dans un rapport où je déconsidérais les gens qui n'avaient pas cette intelligence-là, ou dans un rapport où je pensais que c'était la plus noble, la plus pointue, la plus efficace. Et en fait, ça s'était complètement bouleversé par ma démarche entrepreneuriale, parce qu'en réalité, il faut avoir des intelligences beaucoup plus diversifiées, l'intelligence commerciale, l'intelligence relationnelle, l'intelligence de situation, l'intelligence de négociation, qu'on ne retrouve pas du tout dans les mathématiques. Donc, à mon niveau, je ne peux pas définir l'intelligence, mais une chose est sûre, c'est que j'ai déconstruit l'idée qu'il y avait une synonymie entre intelligence et mathématiques. Je cherchais des citations sur l'intelligence artificielle. Il y en a une qui disait que le contraire de l'intelligence artificielle, c'est la bêtise superficielle. Bonjour. Donc, votre but, du coup, c'est à terme, d'après ce que j'ai compris, c'est de supprimer des fake news, en tout cas, de faire en sorte que les gens n'aillent plus voir des fake news, etc., etc. Aujourd'hui, Facebook a cette initiative-là pour les supprimer des timelines multiples, des pages web, etc., etc. Il y a Wikipédia, je crois, qui est sur un projet un peu similaire, Mozilla aussi.
On est un peu dans l'ère aussi de la filter bubble, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un cycle qui fait qu'on voit ce qu'on a envie de voir et parce qu'on a déjà consommé ce type de contenu et qu'on nous repropose ce type de contenu parce qu'on a aimé ce type de contenu, etc. etc. Comment l'intelligence artificielle va pouvoir traiter ça, en fait, le biais, le point de vue, parce que ça va pas, comment dire, il n'y a pas que la connaissance, il n'y a pas que l'information telle qu'elle est, il y a aussi le point de vue qui est donné. Quand je dis par exemple Christophe Colomb a découvert l'Amérique, bon, l'Amérique était là avant, et si on dit que c'est plutôt l'Amérique qui a découvert Christophe Colomb, c'est pas totalement faux non plus. Donc comment l'intelligence artificielle va traiter ça? C'est pas facile comme question à traiter. Le fake, c'est un peu, il y a une part de relativité dans le fake. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement votre question et je pense que vous êtes déjà un petit peu dans une interprétation de qu'est-ce qui se passe après la disparition des fake news, parce que le mot fake news, c'est le mot actuel dans la famille des buzzwords qui définit quelque chose de plus général, qui est l'esprit de confusion. L'esprit de confusion, aujourd'hui, ça se vend bien parce que c'est des titres qui sont sensationnalistes et les gens cliquent dessus et puis parfois ils croient au contenu. C'est plus subtil que ça parce qu'il y a même des journaux qui se sont spécialisés dans le fait de faire des fausses fake news parce qu'on trouve ça drôle. Il y en a un qui s'appelle Le Gorafi, c'est hérité de The Onion aux États-Unis, mais voilà, il y a une culture qui est forte dans ces sujets-là. Donc, est-ce que c'est une vraie fake news ou c'est une parodie de fake news? C'est quand même très compliqué à apprécier. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle, elle pose des problèmes, mais l'intelligence artificielle crée aussi en partie les moyens de corriger ces problèmes-là. Donc, c'est sûr que Facebook et d'autres arriveront demain à faire en sorte que les fake news qu'on voit actuellement disparaîtront. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas aussi des problèmes qui sont plus subtils d'appréciation de l'opinion. Et je suis assez d'accord avec l'idée qu'on prétend que les réseaux sociaux est une ouverture sur le monde. En réalité, on s'est aperçu que les réseaux sociaux étaient une forme de fermeture parce que les gens travaillent en micro-communauté et ne lisent et ne partagent que des choses sur lesquelles ils sont déjà convaincus et en réalité ne font pas l'effort d'apprécier des informations qui sont extérieures. Par rapport à ça, je pense que l'intelligence artificielle va continuer à créer des problèmes, va continuer à corriger ces problèmes-là. Et ça, à la limite, c'est pas un problème pour moi, même si j'aime bien les problèmes, parce que c'est mon métier, donc c'est la preuve que je vais continuer à avoir du boulot pour corriger des problèmes. Par contre, je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'il faut donner les moyens aux gens de pouvoir interpréter toute cette finesse que vous avez explicitée, que ce soit le vrai du faux, que ce soit l'opinion acceptable de l'opinion qui est inacceptable. Je pense que ça, c'est un enjeu de prise de connaissance, de prise de recul, que ça se travaille dans l'éducation et que je pense, enfin je souhaite en tout cas, j'appelle de mes voeux que le rapport actuellement en cours de construction sous la présidence de Cédric Villani donne la possibilité de donner des critères clairs de comment on enseigne l'intelligence artificielle aux enfants. Voilà. Il y a des choses assez simples qu'on peut faire sur ces sujets-là et je pense que ça doit être fait. Et pour moi, ce n'est pas normal qu'un enfant à l'école, il n'ait jamais vu une page internet dans laquelle on lui propose d'acheter des diamants et d'investir dans des diamants. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des fausses pubs, il y a très peu de gens qui se font arnaquer, mais que les gens qui se font arnaquer pensent acheter des diamants, perdent des millions, enfin des millions. Parfois c'est des pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils perdent le peu d'argent qu'ils ont, puis ça arrive à des suicides, et c'est hyper grave. Et je pense que c'est important et que c'est le rôle de l'école, de l'éducation nationale et du parcours de formation de rencontrer ce genre de choses-là, parce que voilà, les plus éduqués le feront par eux-mêmes, mais les gens un peu moins éduqués sont censés rencontrer ce genre de choses, et c'est un devoir collectif de le faire. Bonsoir, moi c'est pas une vraie question, c'est un commentaire sur ce que vous avez dit sur la voiture autonome et qui certifie la voiture autonome. Je vais juste raconter une petite blague, carambar, ça va pas durer longtemps. C'est deux gars qui sont perdus dans la savane et puis la nuit tombe et ils commencent à entendre les lions rugir. Il y en a un qui enfile ses chaussures de sport et l'autre il lui dit de toute façon tu courras pas plus vite que le lion. Il dit non mais l'important c'est que je cours plus vite que toi. Et l'intelligence artificielle c'est un peu ça, ça n'a pas besoin d'être parfait. Sur la voiture autonome elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être meilleure que les humains. C'est-à-dire que si on passe de... Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Parfait, c'est difficile comme objectif. Donc si déjà c'est mieux que les humains, c'est déjà pas mal. Vous avez raison sur le plan fondamental. Moi, j'observe aujourd'hui, mais ça c'est un débat, hein, c'est une opinion et je respecte complètement votre point de vue. Moi, j'observe aujourd'hui qu'il y a un refus catégorique de la part de notre génération et de l'humanité en général d'accepter l'erreur, d'accepter le risque. Et qu'aujourd'hui, on n'envisage pas de remplacer un humain
qui n'est pas fiable et qui a une chance sur 1 million de mourir en voiture, par une intelligence artificielle qui a une chance sur 1 milliard de mourir. Parce que du coup, il y aurait une notion de psychose liée au fait de dire on n'a pas atteint la perfection et on préfère utiliser une machine imparfaite qu'un homme qui est finalement ce que la nature a fait de plus parfait. Et moi, je trouve qu'il y a une difficulté aujourd'hui dans, par exemple, la capacité à prendre des risques, la capacité à challenger le principe de précaution. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est très frileux et que c'est une véritable difficulté et que ça participe pas forcément au fait que la transition sociétale est lente, mais ça participe au fait que les pays, les uns entre les autres, n'ont pas la même facilité ou la même vitesse d'évolution ou d'orientation. Et moi, j'ai un vrai problème par rapport à ça, parce que j'estime qu'en France, tous les ingrédients vers un succès très important de l'intelligence artificielle sont présents, sauf un ingrédient, c'est l'acceptation du risque. En fait, les grands groupes français, aujourd'hui, lorsqu'on leur dit qu'on peut réaliser quelque chose, mais qu'on va le faire pour la première fois et qu'il y a une dose d'incertain, ben, du coup, elles n'osent pas le faire, là où d'autres sociétés, mieux financées, dans des pays où il y a un accès au financement qui est plus facile, ben, peuvent s'autoriser de rater 10 fois avant de réussir la 11e. Et du coup, la 11e, c'est la fameuse idée que présentait Cédric Villani. Elle marche et elle rafle tout le marché. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a des situations, des cas de théorie des jeux où il suffit d'être premier sur 2 pour gagner. Mais je pense qu'il y a aussi des cas où il faut envisager, en tout cas on a une contrainte forte psychologique pour ne pas être que premier, mais pour être parfait. Et ça peut être un problème. Merci. Bonsoir. Je voulais revenir sur les fake news, donc j'ai bien compris, c'était intéressant. Mais je me pose également la question, à partir du moment où une intelligence artificielle qui a été programmée par des gens qu'on ne connaît pas forcément, et on se rappelle que l'humanité est profondément mauvaise, c'est de se dire, va y avoir un filtre sur les nouvelles, donc on va dire que ça c'est fake news, ça c'est pas fake news. Est-ce que c'est pas le début de la propagande ? Oui, mais d'un autre côté, moi, ma perception, mais là on est assez loin de mon domaine où j'estime être un peu expert. Là, c'est vraiment une opinion personnelle, ça n'engage que moi. Moi, je trouve que la liberté de parole et le droit de dire ce qu'on veut peut se retrouver dans des situations de paradoxe extrêmes. J'ai hésité à faire une présentation qui commençait par Schwarzenegger déguisé en Terminator qui désingue tout le monde, et le voir quelques années après faire un speech, moi, qui m'a beaucoup ému, parce que c'était à l'époque où il y avait les événements de manifestations racistes, suprémacistes d'un côté et antiracistes de l'autre côté à Charlottesville. Et Trump, dans certaines allocutions, a exprimé que la violence était inacceptable des deux côtés. Et il n'a pas fait ce que Schwarzenegger dit, alors que c'est le représentant symbolique de l'intelligence artificielle. Il dit, à un moment donné dans une vidéo, non, on ne peut pas mettre sur un même plan les suprémacistes racistes et la partie même violente qui protège les idées d'ouverture et qui combat les idées de xénophobie. Et qu'il faut véritablement dire qu'aux États-Unis, on refuse l'existence de ce racisme-là. Ben voilà, ça c'est un truc pour moi qui m'a ému, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, à vouloir toujours dire toute opinion est valable et tout le monde a le droit de s'exprimer et tout le monde peut dire le contraire de quelque chose, on ne fait pas assez l'effort du discernement qui est l'enjeu principal de mon talk et qui est aussi une conviction de vie fondamentale, qu'il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qui sont vraies, qui sont fausses. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu trop laxiste par rapport à ce devoir de précision. Donc, en effet, il y a un risque d'abattage médiatique, il y a un risque de déviance totalitaire, il y a un risque de propagande. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on est très, très loin de ce risque-là et qu'on est plus proche du risque de laisser des gens qui sont véritablement des pourrisseurs de vie s'exprimer librement sous prétexte que c'est plus important pour nous de laisser la liberté d'expression. Mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est mon point de vue. Merci pour ces explications sur l'intelligence artificielle, parce que je ne savais pas ce que c'était vraiment auparavant. J'ai juste une question sur le formatage qu'on peut éventuellement engendrer, justement par rapport à tout ce que vous dites en termes d'éducation, en termes de, je dirais, d'enseignement. Est-ce qu'après, on ne perd pas en spontanéité, notamment sur ces fameuses idées dont parle M. Villani? Et je pense notamment à des gens comme... des gens qui ont justement supprimé
complètement tout ce qui est tablette chez leurs enfants, des grands noms qu'on connaît, Bill Gates et compagnie, et qui refusent complètement de donner l'accès à ces technologies pour justement éviter peut-être ce type de problème. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Voilà. Alors, j'ai un enfant qui a 1 an, alors je commence à me poser les questions moi aussi d'éducation, et j'ai entendu dire que c'était pas bien de trop jouer avec son enfant, qu'il devait s'ennuyer de temps en temps parce que la créativité naissait plutôt dans les moments d'ennui. Alors, je ne sais pas, c'est juste quelque chose que j'ai lu, mais ça me fait penser à ça, ce que vous dites. Moi, ma perception, c'est que l'engouement ou la tendance que peuvent avoir ces grands milliardaires ou ces grands technologistes qui ont particulièrement bien réussi aux États-Unis à interdire leurs enfants d'avoir accès aux tablettes, au numérique, au digital, à la vidéo, etc., c'est moins pour pas qu'ils sachent ce que c'est, et c'est plus pour qu'ils aient du temps libre pour faire les choses que la tablette empêche de faire. Lire un vrai bouquin, se passionner pour quelque chose qui est désuet, s'intéresser à un discours, à un échange qui a eu lieu à une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas les chats. Ne serait-ce que la langue française, l'orthographe, la grammaire, elle s'apprendra 1000 fois mieux en lisant des romans, en lisant des poids lourds de la littérature française qu'en passant son temps sur tous les systèmes qu'on a sur Internet. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus pour laisser de l'espace et pour reproduire un modèle d'éducation qui a existé par le passé et qui fonctionnait bien et qui d'ailleurs a permis à ces gens-là de réussir, que véritablement pour leur dire la créativité, elle passe quand on contourne le digital. Moi, ma perception, c'est que les gens les plus intelligents aujourd'hui dans le monde du digital, c'est quand même ceux qui maîtrisent parfaitement le digital et qui ont une capacité à penser au-delà de ce qu'ils maîtrisent ou de ce qu'ils voient pour proposer quelque chose de nouveau. Par exemple, l'intelligence artificielle, on sait que c'est largement utilisé aujourd'hui par des sociétés qui ont vocation à désintermédier, à se mettre entre deux acteurs. C'est l'exemple de Airbnb, entre les locataires et les gens qui cherchent des appartements, Uber, entre les gens qui conduisent des voitures et les gens qui ont besoin de voitures. Il y a plein d'exemples de ce type-là. Et je pense que c'est des gens qui, à un moment donné, maîtrisaient très bien le business classique, sans digital, et ont compris que la créativité, en tout cas au sens business, parce qu'il y a peut-être aussi des effets négatifs à ce genre de business-là, mais que la créativité, elle se faisait quand ils venaient introduire quelque chose qui n'existait pas, qui était digital dans un business existant. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que si on devait orienter la créativité, c'est auprès de gens qui sont bilingues et qui parlent aussi bien la langue classique que la langue numérique. On a vu l'intelligence artificielle, ça sert à faire des belles choses, sauver des vies, aider des gens malades, etc. C'est quoi les côtés pas beaux de l'intelligence artificielle? Il y en a de nombreux. Le premier, moi, que je vois et qui est un vrai phénomène de société, personne n'en parle et surtout, il n'y a pas de mesure précise de l'impact que c'est. Je vais en parler, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont concernés dans la salle. C'est des petits jeux sur les iPhones sur lesquels on passe des heures. On aligne des bonbons, on fait des sorts, des trucs comme ça, des combats. Si vous mettez bout à bout le nombre d'heures qui sont passées là-dessus, alors évidemment c'est un gâchis énorme, mais la réalité c'est que pourquoi vous avez passé des heures là-dessus? Pas parce que le jeu il est bien, des jeux qui sont bien ça existe depuis tout le temps. La raison pour laquelle vous avez passé des heures, c'est qu'il y a des gens qui ont cherché énormément de temps sur comment optimiser le fait que vous ayez tout le temps à la fois le désir de jouer et la frustration de ne pas avoir gagné. Et ce pilotage-là, il est fait par des intelligences artificielles qui sont en réalité extrêmement poussées. Si jamais vous vous renseignez aux offres de jobs des sociétés qui se cachent derrière ces jeux-là et que vous les lisez, c'est les jobs en intelligence artificielle les plus pointus. Aujourd'hui, on paye des sommités intellectuelles pour s'assurer que des débiles dans le monde passent des heures à jouer. Voilà, ça c'est un véritable problème, c'est une déviation, on ne s'en aperçoit pas. Combien d'enfants aujourd'hui jouent au lieu de travailler en cours? Combien d'enfants décrochent scolairement parce qu'à la récréation, ils jouent? Combien d'enfants n'ont pas de copains, ne passent pas de moments avec leurs copains, avec leur famille, parce qu'ils jouent? Combien d'enfants, lorsqu'ils vont se coucher le soir, au lieu de dormir, ils jouent? Je ne sais pas, mais moi je pense que c'est un vrai problème de société et qu'on va avoir des gens qui vont passer à côté de toute leur enfance parce qu'ils auront passé des centaines d'heures sur tous ces petits jeux-là. Alors oui, ça fait gagner beaucoup d'argent au monde des jeux vidéo et c'est pas plus mal parce que je pense que ça ira vers d'autres choses qui sont plus positives. Mais voilà, ça pour moi, c'est un vrai problème et surtout c'est un problème qui n'est pas connu. Donc je le partage.
partager avec vous maintenant. Puis après, il y a les problèmes qui sont plus classiques, que vous avez déjà connus, qui sont les problèmes d'éthique. Est-ce que la voiture, elle tue le passager ou elle tue les gens qui sont dans la voiture, des problèmes de totalitarisme. Vous avez pu voir qu'il y avait des initiatives en Chine où on voulait collecter les données d'achat des consommateurs dans le but de leur donner un système de points, entre parenthèses CF, les jeux vidéo, hein, ils ont des niveaux eux aussi. Et puis en fonction du niveau, on allait faire plus ou moins de files d'attente pour les démarches administratives. Bon, ça paraît d'être superficiel, mais à la fin, peut-être qu'il y aura des bons citoyens et des mauvais citoyens, et que ceux qui ont dit du bien des produits chinois, ils sont meilleurs que ceux qui ont dit du mal, etc. Enfin, voilà, c'est le genre de déviance extrême qu'on peut envisager un jour. Je pense qu'il faut s'y intéresser, hein, ça peut arriver. Même si, à mon avis, il faut s'éloigner de ce que peut dire d'autres personnes comme Elon Musk, qui lui est champion toute catégorie de l'extrême de ce qui est pire dans l'intelligence artificielle. Mais d'un autre côté, il faut le respecter déjà parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses et parce qu'il a fait beaucoup de réussite, parce qu'il participe à faire évoluer l'intelligence artificielle et parce que je pense que c'est un personnage qui s'est créé, parce qu'il a besoin de lever beaucoup d'argent, il est toujours sur le devant des médias et qu'il insiste sur les choses qui sont les plus fondamentales dans le cerveau reptilien de l'homme, qui est la menace en fait. Et il faut avoir de la distance par rapport au discours. Je vous écoute, moi. Je sais que c'est complètement fou, mais je vais vous dire une phrase. Les bonbons qui tombent à Candy Crush, c'est pas du hasard. C'est comme le backgammon. Il y a quelqu'un qui les choisit de telle sorte qu'on s'assure que vous allez rejouer derrière. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Moi, il y a des choses qui m'ont éclairé sur ce côté fake news, puis il y en a d'autres qui m'ont inquiété. Mais ça, c'est aussi ma sensibilité, où quelque part, je m'interroge, vous avez beaucoup parlé de modèle de société, et puis aussi de modèle économique, hein, ce business model du Père Noël, et puis à la fin, on va rapporter ou rafler un marché. Moi, la question que je me pose, c'est effectivement, au service de quoi alors, il y a plusieurs réponses, mais on pourrait imaginer cette intelligence artificielle, c'est plutôt ça, et comment on peut l'imaginer ensemble? Parce que j'ai une inquiétude, quelque part, à ce que, quand on est dans cet ancien monde et le nouveau monde qui va être créé, on crée énormément de monopoles, et qui est une concentration des richesses, et je ne vois pas à quel service. Je le comprends très bien pour les recherches sur le cancer, pour désengorger les services médicaux et permettre aussi des métiers à valeur ajoutée. Mais lorsqu'on va réduire le temps de travail humain sur le plan quantitatif, qu'est-ce qu'on va offrir à l'humanité? Et moi, je suis persuadée qu'on peut aussi créer des boulots à valeur ajoutée, mais aussi dans un monde où on est dans une planète avec des ressources complètement finies, où c'est la course contre le nouvel équipement technologique. Comment est-ce que cette intelligence artificielle peut nous mettre au service d'une humanité plus résiliente? Merci. Derrière ce que j'ai entendu de votre question, je pense que ce n'est pas que l'intelligence artificielle, c'est la notion de progrès. On n'arrête pas le progrès, donc moi je pense qu'il faut plutôt partir du principe que c'est une variable d'entrée. Il va y avoir de l'intelligence artificielle, on n'a pas le choix. Il faut plutôt se poser la question de comment on va bien l'utiliser. C'est les suggestions que j'ai faites dans ce talk-là et d'autres que je peux vous suggérer. Mais je pense que l'intelligence artificielle est incontournable et qu'elle aura lieu. Par contre, il y a quelque chose que vous avez touché du doigt et moi qui m'inquiète énormément, c'est la notion qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de compétition par rapport à l'intelligence artificielle parce que le véritable pouvoir, c'est l'accès à la donnée. Si vous avez accès à la donnée, le reste, c'est-à-dire avoir accès aux machines, ça ne vaut plus rien. Le cloud computing, ça permet d'être hyper élastique. Débaucher des talents, c'est pas très compliqué. Faire de la vente, du marketing pour les gens utilisent votre service, c'est pas très compliqué. Le vrai enjeu, en fait, c'est qui a les données. Et aujourd'hui, dans ce petit jeu de qui a les données, il y a une culture de winner takes all, hein, de monopole. Celui qui les a, il détruit tous les autres. Et je trouve qu'il n'y a pas du tout de prise de conscience, de considération à l'échelle d'une souveraineté nationale. Et ma crainte principale, c'est que dans un premier temps, les entreprises soient plus puissantes que les pays, notamment parce qu'on voit bien qu'au sens fiscal, les entreprises n'arrivent plus
à respecter des règles de bon sens fiscal. Évidemment, il y a toujours des règles qui font qu'elles ne paieront pas, mais la preuve, c'est qu'elles font du business dans des pays, elles ne payent pas d'impôts dans ces pays-là. Donc, il y a un problème. Les pays sont complètement largués parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le niveau de réactivité pour rattraper ces choses-là. Et finalement, donc, les entreprises sont en train de devenir plus puissantes que les pays. Et encore pire, il y a aujourd'hui en préparation les moyens pour que les entreprises créent une notion d'État. Et notamment, je pense ça avec les crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, c'est les États qui contrôlent la masse fiduciaire, qui impriment les billets, qui sait où sont les billets, qui vérifie si les billets sont faux ou pas. On n'est jamais à l'abri demain que des sociétés puissent envisager, en utilisant des données qui sont donc digitales, immatérielles, dont on ne peut pas contrôler un certain nombre de choses, même si elles promettent énormément de contrôle et de vérification, il y a quand même un risque de déviation. Et moi, je pense qu'on va se retrouver dans une situation où peut-être certains pays, en tout cas des coalitions de pays, vont se comporter un petit peu comme des gens qui ont tout perdu et qui n'ont plus qu'à renverser la table. Et donc, ils vont dire c'est fini, on siffle la fin de la récréation et désormais, on va reprendre contrôle d'une forme de stabilité, puisque derrière, si jamais les États n'ont plus de leadership, il y a aussi des crises géopolitiques qui peuvent avoir lieu. Et puis, voilà, on sait bien que la réalité du monde est quand même très compliquée. Et en fait, moi, ma question principale, c'est jusqu'à quand on siffle la récré ? C'est qui, aujourd'hui, le leader international qui émane d'un choix démocratique qui va dire « je m'engage à faire en sorte que la répartition de la data, de l'information, soit juste, soit équilibrée et donc permette une répartition des forces qui soit vertueuse et qui, derrière, se pose des questions fondamentales comme, par exemple, l'assurance que les gens y trouvent un bien-être dans l'exploitation de l'intelligence artificielle. Ça, on n'y est pas encore aujourd'hui. Une dernière question, puis après on pourra continuer les échanges aussi pendant le cocktail. Alors dans ce cas, je réagis un peu à votre dernière intervention. Est-ce que à quel moment les États devraient dire voilà la data, c'est moi qui la prends, c'est moi qui choisis qui y a accès. J'ai aussi un commentaire par rapport au fait que les cerveaux dans les grandes entreprises qui s'y connaissent en machine learning font de l'application et moins de la recherche. Par extension, est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'on n'investit pas assez dans la recherche et qu'on ne paye pas assez nos chercheurs ? Je suis invité ici par une personne avec qui j'ai beaucoup d'amitié. Donc je peux vous dire que j'adore les chercheurs. Je les respecte beaucoup parce qu'évidemment, ils font un métier qui est très noble, parce que s'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas plein de choses qui existent dans le monde. Et en premier, mon métier, puisque mon métier, c'est de récupérer des travaux de recherche et les appliquer dans la vie. Moi, j'ai une conviction qui est un petit peu différente. Je considère que les chercheurs sont maltraités, mais je considère qu'il y a d'autres problèmes aussi dans la recherche qui permettraient d'améliorer la performance de la recherche. Et ce n'est pas seulement les salaires, ce n'est pas seulement la manière dont on traite les chercheurs, mais ça peut être aussi, par exemple, le fait d'arrêter de toujours chercher des nouvelles recherches pour être célèbre pour quelque chose de nouveau. Ça serait bien qu'on propose aux chercheurs de prendre la suite de recherches qui ont été initiées et d'être associés à un succès commun et pas d'être toujours dans l'individualisme d'une publication qui se serait énormément différenciée d'une publication précédente. Par contre, il y a des indicateurs qui sont nets. La data augmente de manière très importante, de manière très significative. Vous avez vu plein de schémas qui disent que c'est exponentiel. 99% de la data a été créée dans les 18 derniers mois. Je ne sais pas, il y a 100 milliards de mails qui sont envoyés tous les minutes, 100 milliards de vidéos YouTube, d'heures de vidéos YouTube qui sont uploadées tous les jours. Enfin, ce genre de chiffres-là. Et pour moi, ce n'est pas logique que le nombre d'applications ne suive pas la quantité de données. Et donc je pense qu'il y a peut-être un goulot d'étranglement dans la recherche. Et ça, il faut le résoudre. Mais il y a un énorme goulot d'étranglement dans l'application de la recherche. Et ça, c'est instantané. C'est un choix de décision politique. Ça peut avoir lieu tout de suite. Comment ça peut avoir lieu tout de suite ? Par exemple, en créant des motivations, des priorités au fait qu'on demande aux grands groupes, qui sont quand même ceux qui font marcher l'économie française, de privilégier des démarches dans lesquelles il y a à la fois des acteurs industriels, mais aussi des démarches qui sont un peu plus incertaines, un peu plus naissantes, un peu plus risquées, des petites startups, des petites initiatives, des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec un grand groupe et que vous rencontrez un directeur de l'innovation, je ne cite aucun grand groupe parce que ça ne va pas être gentil, et qui vous reçoit,
moi qui dirige une société que j'ai créée de 60 personnes, mais n'importe qui d'autre, hein, celui qui vient de commencer hier soir, comme la société la plus grande, ils arrivent avec un appel d'offres et ils leur disent qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour cet appel d'offres. Et on va tous travailler une semaine, 2 semaines, 3 semaines à 1, 2, 3 collaborateurs pour fournir la meilleure méthodologie avec la meilleure information. Puis il n'y en a qu'un seul qui va gagner. Puis tous les autres, ils vont devoir attendre, d'espérer d'avoir un autre appel d'offres qu'ils pourront gagner. Et cette capacité qu'ont les grands groupes, parce que c'est eux qui maîtrisent les sujets, qui ont les datas, qui ont les budgets, à faire travailler gratuitement les autres de manière disproportionnée, je pense que c'est un énorme risque sur l'économie française, parce que voilà, il y a plein de petits succès qui sont en création et en naissance, mais dont on ne verra jamais le jour. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire très rapidement, et je suis très attentif. J'espère participer, mais en tout cas, je suis très, très, très attentif aux résultats et aux conclusions du rapport Cédric Villani, parce que j'espère qu'il va définir un cadre de lecture pour être capable d'atteindre un niveau de succès exceptionnel en France. Et je vais peut-être rejoindre le monsieur pour lequel j'avais exprimé le fait que j'avais un débat d'idées, un débat d'opinion, sur la thématique de qui aura la meilleure économie ou qui aura les meilleures startups sur l'intelligence artificielle. Là, oui, on ne veut pas faire de la perfection. Là, on veut être meilleur que les autres. Et je trouve qu'en France, on ne fait pas les efforts qu'il faut, alors qu'on pourrait être meilleur que les autres. Merci. Merci à vous. Merci.